Enregistre. Rebonjour chers amis, je vous retrouve pour la troisième et dernière partie de cette émission sur l'esclavagisme. La diffusion des images de CNN dont j'ai parlé, montrant des migrants d'Afrique subsaharienne vendus comme esclaves, a causé une légitime indignation dans le monde entier, en particulier en Afrique. Mais pourquoi a-t-il fallu attendre de voir ces images pour s'indigner, alors qu'il suffisait d'ouvrir les yeux et les oreilles pour savoir que l'esclavagisme arabo-musulman est toujours bien vivant? Cet esclavagisme n'existe pas qu'en Libye, malheureusement. Ce ne sont pas seulement ces honteuses pratiques d'un autre âge qui sont scandaleuses. Ces dernières ne sont que le triste reflet d'un racisme ambiant que je qualifierais de culturel ou religieux qui existe dans bon nombre de pays arabo-musulmans à l'égard des habitants du sud du Sahara, qu'ils soient musulmans ou pas. Si le traitement des migrants subsahariens en Algérie ne fait pas la une de nos grands médias, il est cependant terrible. Dans un chapitre du premier tome de mon ouvrage Des royaumes méconnus, j'ai relaté l'agression au couteau dont furent victimes 2 étudiantes et un étudiant congolais à Tunis le 24 décembre 2016. Ce genre d'incident n'est malheureusement pas isolé. Il s'est également produit au Maroc et en Algérie. Sans parler, bien sûr, de la Libye, où la disparition de l'État a donné libre cours à des manifestations de violence racistes à l'état brut. Voilà donc les lignes que j'écrivais dans mon livre Des royaumes méconnus. Et en écrivant ces lignes, j'ai eu un souvenir anodin qui m'est revenu à l'esprit. C'était en 2010, à Abéché, le chef-lieu du Wadaï, dans l'est du Tchad, où je travaillais pour une ONG internationale. Un jour, je me suis rendu dans l'une des pharmacies locales pour y acheter je ne sais quel médicament dont j'avais besoin. J'étais accompagné par l'un des employés tchadiens de l'ONG, à qui j'avais demandé de m'indiquer un apothicaire de bonne réputation. Cet employé était un jeune homme originaire du sud du pays, donc un noir et un chrétien. Nous entrâmes tous les deux dans la petite boutique. Alors que l'on était en train de me servir, une Toyota militaire à 4 roues motrices et sans toit, surmontée d'une mitrailleuse, freina brutalement dans un grand nuage de poussière et se gara devant le magasin. Un militaire en tenue de camouflage saharien, la tête enveloppée d'un chèche de même coloris, sauta du véhicule et entra dans les shops avec son arme, sans saluer, me bousculant presque pour atteindre le comptoir, alors que j'étais en train d'expliquer au pharmacien ce dont j'avais besoin. Il s'adressa au boutiquier avec arrogance, en arabe tchadien, lui disant qu'il venait chercher la commande du commandant. L'apothicaire lui répondit en lui montrant quelques cartons près de l'entrée. Le militaire se retourna alors vers celui qui m'accompagnait, lui désignant les cartons. Il lui ordonna sèchement, toujours en arabe local, « Toi là, prends ces cartons et porte-les à la voiture ». Le jeune homme ne se laissa pas intimider et lui répondit qu'il n'était pas son employé. Une telle réponse provoqua la furie du militaire, qui l'insulta, lui demandant s'il croyait pouvoir faire l'insolent parce qu'il était avec un étranger infidèle, et le prévenant qu'il se souviendrait de lui et le retrouverait tôt ou tard. Le pharmacien s'empressa alors d'appeler l'un de ses propres employés pour qu'il se dépêche de porter les cartons du militaire, tout en prodiguant à ce dernier d'apaisantes et serviles paroles. Le sudiste qui m'accompagnait était resté impassible. Il n'avait pas réagi aux insultes racistes du militaire, mais clairement il n'en menait pas large. Nous quittâmes la boutique dès que le pharmacien m'eut remis ma commande. Un tel incident pourra paraître bien anodin aux lecteurs ou à vous, chers auditeurs, mais il m'a profondément marqué, car si je savais bien que chaque jour des sudistes chrétiens à la peau plus foncée que celle des musulmans wadaïens ou nordistes subissaient ce genre d'humiliation, jamais je n'en avais encore été le témoin direct. Ce comportement inadmissible de cet arrogant militaire est symptomatique d'une mentalité héritée de siècles de domination et d'esclavagisme arabo-musulman. Cette mentalité fait que, pour les descendants des anciens dominateurs, toute personne originaire du sud du pays est un esclave potentiel et un être inférieur. Ce ne seront pas des lois ou des décrets qui pourront changer un tel état d'esprit, un tel racisme. Au Soudan voisin, c'est cet état d'esprit des nordistes arabo-musulmans qui finit par provoquer le soulèvement du sud du pays. Après des décennies de guerre atroce, cette rébellion aboutit à l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Pour rien au monde, les Noirs du Sud ne voudraient retomber sous la domination des arabo-musulmans du Nord.
Les siècles de chasse aux esclaves et de massacres resteront encore longtemps imprimés dans la mémoire collective des peuples du Sud. Évoquer ce racisme ne signifie pas que l'on cherche à minorer celui qui existe en France et dans le reste de l'Europe. Les sentiments racistes sont hélas universels. Mais en Europe, les États se sont dotés d'un arsenal juridique pour réprimer et punir le racisme. Bien sûr, cela n'a pas permis de l'éradiquer, mais au moins, il est combattu et il existe des associations très actives qui le dénoncent chaque jour. C'est loin d'être le cas dans les pays du sud de la Méditerranée. Ces pays n'ont pas encore accepté de faire l'analyse de leur passé esclavagiste et ils font peu d'efforts pour criminaliser l'expression et les pratiques racistes. Espérons que le choc mondial causé par les images de CNN permettra de faire évoluer les mentalités et de mieux combattre l'esclavagisme qui n'appartient pas encore à un passé que l'on espérait pourtant définitivement révolu. Je vous remercie, chers auditeurs. Nous avons enregistré ces images à Ajaccio où je participe au Salon du Livre. Merci et à bientôt.